Installation de SIRPark. L'installation à proprement parler ne pose aucun problème. Nous avons ici le logiciel d'installation, lançons-le. La première page est en langue espagnole, nous choisirons l'anglais, sachant que le logiciel, lui, de toute façon, incorpore la langue française. On appuie sur suivant. On sélectionne l'installation complète. Une fois l'installation terminée, on peut observer dans le menu Démarrer, là un lien direct sur l'éditeur, mais aussi dans tous les programmes, un dossier qui s'appelle SIRControl et qui contient 3 programmes: SIRPark SCADA Client, SIRPark SCADA Editor et SIRPark SCADA Engine Manager. Le Engine Manager, c'est-à-dire le moteur, il s'agit en fait du serveur web sur lequel vont s'appuyer et l'éditeur et le client. Paramétrage du serveur web. Le serveur web se trouve dans le menu Démarrer et on le trouve dans le dossier SIRControl. Il s'agit du SIRPark SCADA Engine Manager, c'est-à-dire le serveur web. La page ici est extrêmement simple. Elle nous indique que le serveur actuellement est actif et qu'il sera localisé sur le port 80, qui est le port HTTP standard. Ici, des informations nous indiquent où sont stockées les données. Ils sont donc stockés dans le dossier Programme Data, SIRControl, SIRPark SCADA, Data, etc. pour les autres configurations. Là, l'application fonctionne sans la clé USB de licence. Ça veut dire que le serveur va fonctionner pendant une durée d'1 heure. Au bout d'1 heure, le voyant ici va passer au rouge, indiquant que le serveur est arrêté. Pour faire fonctionner l'application, il suffira à ce moment-là de appuyer sur le bouton Start pour relancer le service. Topologie de l'installation. L'image ici présente une topologie standard. Nous allons avoir ici la chaîne RS485 sur laquelle sont connectés différents détecteurs, capteurs. Il s'agit ici de détecteurs à ultrasons, un afficheur et plusieurs infrarouges. Tous ces détecteurs sont chaînés sur une chaîne de type RS485. Une passerelle TCP RS485 permet de transcoder les informations issues du bus RS485 vers un bus Ethernet. Ici, un switch va permettre de faire communiquer les différents éléments de la chaîne. L'engine, c'est-à-dire le moteur, sera localisé sur un ordinateur. Un client qui peut être connecté par Wi-Fi ou par câble va permettre d'utiliser l'éditeur pour éditer une solution et créer une application cliente. Enfin, une passerelle permet de communiquer à l'extérieur et de joindre le serveur web depuis l'extérieur. En ce qui concerne le câblage du bus RS485, le câblage est assez simple. Le matériel fourni permet d'interconnecter les différents composants. Des câbles bleus avec 2 connecteurs, des connecteurs blancs qui permettent de chaîner les câbles bleus entre eux, et des connecteurs noirs qui permettent de brancher dessus les différents détecteurs ou capteurs. Enfin, en bout de chaîne, on trouvera une alimentation qui fournit du 24 volts et qui permet d'alimenter tous les éléments de la chaîne, et les deux câbles A et B de la liaison RS485 qui seront interconnectés sur le convertisseur TCP vers RS485. Ici, nous voyons le codage de couleurs, c'est-à-dire que le jaune correspond au plus 24 volts, le blanc correspond au 0 volts et les signaux RS485 A et B sont en vert et marron. Paramétrage de la passerelle TCP2RS. Pour que le système fonctionne, il faut que la passerelle
appartiennent au même réseau que le serveur web. Nous allons regarder maintenant quelle est l'adresse du serveur web. On ouvre le centre réseau et partage et nous allons regarder quelle est l'adresse IP affectée à ce serveur. On voit que l'adresse c'est 192.168.16.200 avec un masque de sous-réseau de 3 x 255.0. Le numéro de réseau est donc 192.168.16. Il faudra donc affecter une adresse IP sur ce réseau à la passerelle TCP/2RS. Pour ce faire, il y a un petit utilitaire qui est livré avec la suite logicielle qui s'appelle IP Setup. Ce petit utilitaire est relativement simple à utiliser. Il suffit de renseigner l'adresse MAC de la passerelle TCP/IP/2RS et l'adresse IP désirée. Pour l'exemple, nous allons utiliser donc 00.26.45, 2.00, 2.75, ce qui est 6B, ce qui est l'adresse MAC de la passerelle que j'ai en ma possession, et donc l'adresse IP, ça sera 192.168.16, donc ça c'est pour le numéro de réseau, et le numéro de la passerelle, nous allons affecter, par exemple, 55. On clique sur Configure. Le système recherche la passerelle dans le réseau et lui affecte son adresse IP. Ça lance automatiquement le navigateur à l'adresse indiquée et qui a été acceptée par la passerelle, donc la 1655. Et dans cette page, on a une configuration ou une page de vérification des informations. On voit qu'il s'agit d'une interface de type RS485 et non pas RS232. Cela fonctionne à 19200 bauds, 8 bits de données, pas de bit de parité, 1 bit de stop. Et pour la partie réseau, on utilisera le protocole UDP. On voit qu'on pourrait utiliser du Modbus TCP ou du TCP ou d'autres types de protocoles. Et cela communiquera sur le port 10001. Il est important de noter ce numéro de port puisqu'on aura besoin de le renseigner un petit peu plus tard. Donc 10001. D'autres informations apparaissent, donc là le hostname, le nom d'hôte, qui est changeable, mais là nous allons le laisser tel quel. On voit aussi que la passerelle peut fonctionner en client DHCP. Il est fortement déconseillé d'utiliser ce type de protocole, puisque le DHCP par définition est capable d'affecter des adresses IP différentes d'une connexion à l'autre. Or, sur ce genre de réseau qui est plutôt fixe, et il est intéressant d'avoir des adresses IP statiques afin d'éviter d'avoir à reparamétrer les clients, etc. au cas où une adresse IP change. Il est donc beaucoup plus simple et franchement recommandé d'utiliser une adresse IP statique, enfin des adresses IP statiques pour ce réseau qui accueillera le CIRPARC. Voilà, ensuite d'autres informations. On peut donc, connaissant l'adresse IP de la passerelle, aller directement sur cette page pour en modifier les données. L'utilitaire permet de paramétrer une adresse IP si on ne connaît pas du tout l'adresse IP de la passerelle ou si elle appartenait à un autre réseau sans avoir à reparamétrer son propre réseau. Voilà pour ce qui concerne la configuration de cette passerelle TCP/2RS. Nous allons maintenant créer une application pour le client. Pour ce faire, nous allons démarrer l'éditeur d'application. Donc nous lançons CIRPARC SCADA Editor. Au démarrage de l'application, il nous demande si on veut rajouter un dispositif à la configuration. On va passer outre cet assistant pour le faire manuellement. Avant de pouvoir créer notre parking, nous devons vérifier que le client CIRPARC Editor arrive à se connecter correctement avec le serveur, à savoir l'engine. Il ne faut pas oublier que cette application est une application cliente du serveur web et qu'à ce titre, elle doit se connecter dessus. Voyons quels sont les paramètres du serveur. Nous allons sur Préférences du moteur
Ici, où nous voyons qu'aucun serveur n'a été paramétré, ce qui fait que l'application ne pourrait pas fonctionner ici. Quand on clique ici, nous avons la liste des serveurs auxquels l'application peut se connecter. Nous voyons qu'il n'y en a aucune, nous allons rajouter. Donc, le serveur que nous avons déjà paramétré, nous l'avons appelé Engine, nous gardons le même nom, et nous mettons ici son adresse IP, 192.168.16.200, et le port qui avait été configuré, c'était le port 80. Voilà, le moteur ne requiert pas d'authentification, donc on laisse ça griser, et on laisse la case décochée. Je valide. Nous allons maintenant vérifier que la communication... Alors l'application se referme quand on valide, donc on va réouvrir la préférence du moteur et voir si le serveur a été reconnu. On voit que le petit voyant est passé au vert. Ça veut dire que le serveur web a été reconnu et que donc notre client SearPark Editor est en communication avec ce serveur. De cette manière, les informations que nous allons rajouter dans l'éditeur pourront être publiées sur le serveur et lancer le service pour les autres clients qui permettront de faire du monitoring et l'application qui permet de surveiller l'état du parking. Pour l'exemple, nous allons utiliser un parking structuré autour d'une passerelle TCP2RS+, dont nous avons paramétré le boîtier à l'adresse 192.168.16.55 et nous allons lui ajouter un détecteur ultrason, un détecteur infrarouge et un afficheur à 3 digits. Nous ajoutons donc un dispositif. Là, on nous demande quel est le type de passerelle que l'on veut mettre. La passerelle que j'ai dans mon application est une passerelle de type TCP2RS+. Je vais renseigner ici son nom et ce sera le nom qui sera visible pour l'utilisateur. Donc je vais appeler ça parking A et B. Description parking A. On va marquer ultrason et parking B infrarouge IR. L'adresse du convertisseur, celle que nous avons renseignée tout à l'heure, 192.168.16.55. Nous utilisons un accès anonyme, donc pas de nom d'utilisateur, pas de mot de passe. Quant à la connexion, nous utiliserons le protocole UDP, celui qui avait été paramétré avec le TCP2RS en utilisant le bon port, à savoir 10.001, et le port 80 qui est le port de configuration sur l'adresse IP 1655 qui permet d'accéder et de modifier les paramètres du TCP2RS. Une fois que c'est fait, le composant est reconnu et on voit apparaître ici notre passerelle dans le tableau de construction de notre application. Nous allons adjoindre à cette passerelle le détecteur infrarouge, le détecteur ultrason et l'afficheur. Pour ce faire, on fait un clic droit sur le nom de la passerelle et nous allons ajouter un dispositif. La fenêtre s'ouvre et nous propose donc les différents composants que l'on peut adjoindre à cette passerelle. Les nôtres seront dans l'onglet stationnement et nous allons choisir donc un sensor SPX, c'est-à-dire pour les ultrasons. Il faut connaître l'adresse du sensor, c'est l'adresse qui est marquée dessus. Dans mon exemple, il s'agira de l'adresse 17C7. Et nous allons lui donner un petit nom, donc US. On va faire parking A US 01. L'adresse, c'est l'adresse 17C7. Le détecteur est interrogé et il est reconnu, ce qui fait que ça ne pose aucun problème. On voit que l'on peut accéder à ces paramètres ici
il est interrogé et l'on peut donc régler un certain nombre d'options, en particulier la luminosité du détecteur ainsi que sa hauteur de détection. Nous allons rajouter maintenant le détecteur infrarouge. Il s'agit d'un détecteur de type S1. Donc le nom que l'on va lui donner, c'est IR01, description, parking B, IR01. L'adresse, son numéro de série, ça va être le numéro qui est indiqué dessus, à savoir, dans mon cas, 18DB, et le numéro du périphérique, on le laisse, ce sera le 1. Je valide. Le détecteur est interrogé, apparemment il n'y a pas d'erreur, et nous allons maintenant ajouter l'afficheur. Il s'agit pour mon exemple d'un afficheur de type DisplayDX. Donc je vais lui donner un nom, je vais afficher afficheur parking A et B, et dans mon cas, donc afficheur et je lui donne l'adresse ici, à savoir 18. J'en ai fini pour mes détecteurs. Concernant le détecteur à infrarouge, quand on va sur les paramètres du dispositif, on peut régler la luminosité, régler la température de fonctionnement et le temps minimum de détection. On peut aussi choisir d'allumer ou d'éteindre les voyants à droite ou à gauche. Voilà. Et puis, dans les configurations avancées, on peut régler aussi son seuil de déclenchement, c'est-à-dire la distance à partir de laquelle il est capable de détecter un véhicule, donc 250 cm de haut, c'est de déclenchement bas 150 cm, et donc une calibration de threshold, c'est-à-dire un seuil de calibration de 70 cm. Quant au parking, paramètres du dispositif, ici, on choisit, on peut régler simplement la luminosité de notre afficheur en fonction de l'intensité lumineuse ambiante. Dans la configuration avancée, on a le temps de rafraîchissement de l'afficheur. Pour l'instant, nous ne le touchons pas, en laissant-le tel quel. Une fois les dispositifs ajoutés, nous allons pouvoir construire l'application cliente. Pour ça, nous allons dans le menu écran et nous allons créer un nouvel écran. On choisit la dimension de notre écran et on valide. Là, je laisse les valeurs par défaut pour l'instant. Nous avons donc une feuille blanche qui apparaît, que nous allons pouvoir peupler avec différents éléments graphiques qui correspondront soit à nos détecteurs, soit à l'afficheur, soit à des fonds d'écran. Première chose que nous allons faire, nous allons ajouter une image de fond. Pour ce faire, comme nous n'en possédons pas, nous allons sur ajouter une image et nous allons aller la rechercher sur l'ordinateur. J'ai prévu un certain nombre d'images et nous allons prendre donc ce plan de parking. Je valide et nous voyons ce parking qui apparaît dans la feuille. On se rend compte que la résolution n'est pas vraiment adaptée puisque notre feuille est plus haute que large, ce qui ne correspond pas réellement à un écran, et en plus notre parking est plus large que haut. Nous allons donc modifier la dimension de notre fenêtre. Pour ce faire, nous avons cliqué sur Options et là, nous allons finalement inverser simplement les dimensions. Donc mettre 11, 23 en haut et 794 au niveau de la hauteur. Voilà, nous avons donc une fenêtre qui correspond plus à la réalité d'un écran. Une fois l'image de fond
incorporé, nous allons ajouter dessus les détecteurs. Pour ce faire, on clique sur cet outil qui s'appelle Parking Sensor, et il suffit de positionner, une fois que l'outil est sélectionné, de venir cliquer une fois dans la fenêtre à l'endroit où l'on veut positionner le détecteur. Là, on peut choisir dans le groupe de détecteurs que nous avons déjà créé, celui que nous voulons placer ici. Nous allons par exemple mettre le capteur à infrarouge. Et ensuite, nous pouvons le positionner exactement là où nous voulons. Je vais ici placer le détecteur à ultrasons. Donc j'ai simplement cliqué sur le petit endroit où il y avait marqué 38. Je sélectionne US1. Et voilà, comme ça. Si je reclique, je pourrais éventuellement repositionner une image fantôme de IR1, ce qui ne serait pas très habile. Là, nous avons donc rajouté dans notre plan l'état des détecteurs, et dans l'application cliente, ceux-ci seront rouges lorsque la place sera occupée et ils seront verts lorsque la place sera libre. Nous allons maintenant rajouter l'afficheur. Pour ça, nous allons le mettre un tout petit peu au-dessus du plan, ou carrément au milieu. Donc on sélectionne l'outil, et puis nous pouvons dessiner un rectangle dans lequel viendra se placer l'afficheur. Ici, nous allons choisir le type. Il s'agit d'un afficheur de type 3 digits, 3 chiffres, et la flèche est sur la gauche pour mon afficheur. Voilà. Et puis, c'est tout en ce qui concerne le dessin de l'interface. Nous allons maintenant aller configurer cet afficheur pour qu'il soit relié à l'état des détecteurs qui peuplent mon parking. Pour ça, nous allons dans l'onglet Configurer. Donc on va effectivement valider et sauver les changements. Et pour ça, dans le fonctionnement du parking, ici, on va pouvoir définir un compteur. On ajoute, et on peut avoir différents compteurs, des compteurs de type capteur, des compteurs de type capacité. Et nous, ça va être en fait un capteur qui va être lié à l'état des capteurs. Donc on va l'appeler compteur 1. Et nous allons lui ajouter les capteurs qui entrent en compte dans sa numération. Donc soit je les sélectionne un par un, ou en appuyant sur la touche Shift, je les sélectionne plusieurs. Mais je peux aussi directement prendre tout le dossier dispositif, puisqu'il ne contient que il contient les deux capteurs qui m'intéressent. Et automatiquement, il inclut les capteurs qui étaient contenus dans ce dossier. Voilà. Ensuite, il suffit de valider. Dans le zone de passage, ça c'est si jamais on utilise des détecteurs de passage. C'est des compteurs qui vont servir à compter le nombre de véhicules qui sont rentrés ou sortis du parking. Une fois que l'on a défini ce compteur sera donc incrémenté ou décrémenté suivant le nombre de places libres, c'est-à-dire suivant l'état d'occupation des différents détecteurs. Maintenant, je vais relier ce compteur à l'afficheur. Donc je clique sur l'onglet afficheur et je vois apparaître ici Parking A et B. C'est l'afficheur que j'ai défini dans mon interface utilisateur. Je le sélectionne et je clique sur modifier. Et je vais lui affecter l'état du compteur. Autrement dit, cet afficheur sera monitoré, contrôlé par l'état du compteur. Et je valide. Si je reviens maintenant à l'écran, l'afficheur, lorsque je vais lancer l'application, sera affecté par l'état des différents détecteurs, ici. Notre application est donc pratiquement prête à être publiée. Pour ce faire, on va dans le menu Configurer et nous allons régler les préférences générales pour l'interface de l'application cliente. Donc ici, nous pouvons régler le langage qui est utilisé. En l'occurrence, nous utiliserons le français. Et puis sur l'application cliente, nous avons ici les différentes options qui apparaîtront. Donc on peut activer le menu ou non, activer la barre d'outils ou non, et activer la barre par défaut. Et puis lorsque on démarre l'application cliente,
on peut définir la fenêtre qui sera visible. En l'occurrence, je vais juste faire une fenêtre de monitoring, à savoir que l'utilisateur n'aura ni accès au menu, ni accès à la barre d'outils, ni accès à la barre d'état, et l'écran qu'il verra, ça sera l'écran principal, à savoir essai. Il est bien évident que sur des parkings complexes, un parking peut être composé de différents écrans, puisqu'il peut y avoir par exemple différents étages dans le parking. Voilà, et ici on va choisir quel est le type de client web par défaut. Donc on a le choix entre Java et HTML5. Là je vais choisir HTML5. Je valide, et maintenant je vais publier mon site web en quelque sorte, donc aller mettre sur le serveur l'application que je viens de créer. Donc pour ça je fais exporter. Je précise bien l'adresse du serveur, en l'occurrence 172.168.16.200 et le port le 80, qui est le port par défaut. Je valide. Alors, le message d'erreur ici m'indique qu'il ne peut pas être publié. Nous allons aller vérifier l'état du serveur. Et on voit que le voyant ici est gris, ce qui veut dire qu'il n'est pas démarré. Ça fait donc plus d'une heure que le serveur a dû être démarré et il n'est donc plus valide. Donc carrément, je le stoppe. Voilà, la demande d'arrêt du serveur peut être relativement longue, suivant les ordinateurs. Et je redémarre le service. Le service a redémarré, vous voyez que le voyant est passé au vert, donc normalement la publication devrait pouvoir être possible. Réessayons. Des erreurs ont été détectées. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? L'afficheur. Le nom de l'afficheur du parking est vide. Alors, il faut que je lui mette ici un nom. Voilà, et je vais donc maintenant lui demander d'exporter d'autres erreurs. Le dispositif assigné au contrôle ne trouve pas dans le système. Alors en fait oui, ici j'ai donné un nom, mais en vérité ça ne correspond pas à un des afficheurs que j'ai déclaré. Et il faut que je prenne évidemment celui qui est dans la liste des dispositifs. Voilà, donc je vais sauvegarder mon affaire et puis je vais tenter de nouveau exporter. Voilà, là apparemment ça a l'air de bien se passer. Et les données sont donc uploadées sur le serveur. Un message apparaît. L'exportation de l'application a réussi. Bon, pour pas être gêné à chaque fois que ça a réussi, on va cocher ici pour ne plus montrer ce message. Une fois la publication terminée, nous allons essayer de vérifier que cela fonctionne. Je ne vais pas y aller avec le Internet Explorer de cette version de Windows, puisqu'il s'agit d'un Internet Explorer qui n'est pas compatible avec le HTML5. Je vais donc utiliser Firefox, qui est aussi installé sur cet ordinateur. Il suffit ici que je tape localhost ou l'adresse IP de ma machine et ça lance automatiquement l'application . Voilà, et donc on voit que ici dans mon application qui contient normalement 2 détecteurs, le détecteur qui est ici, qui est un détecteur de type infrarouge, c'est le IR01. Là on a les informations qui sont liées et qui est donc occupé, et le détecteur ultrason lui n'est pas occupé, il est vert.
ce qui fait que sur les 2 places, il m'en reste une disponible. L'application fonctionne tout à fait correctement.